Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la fabuleuse histoire de la tulipe sauvage, celle-là même qui est à l'origine de celle que l'on trouve maintenant en abondance dans les jardins et les espaces verts. C'est parce que c'est aujourd'hui notre rendez-vous désormais habituel avec Florène. À l'issue de cette émission, il est probable que vous ne regardiez plus les tulipes du même œil. Nous sommes avec le président de Florène, l'association des botanistes lorrains. François Vernier, bonjour. Bonjour Eric. C'est maintenant presque une habitude, mais toujours un plaisir de vous retrouver ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Vendeuvre-les-Nancy, où Florène, l'association des botanistes lorrains que vous présidez, a son siège. Le sujet du jour, François Vernier, c'est la tulipe sauvage. Oui, cette tulipe qui ressemble bien sûr aux tulipes de nos jardins et qui se trouve effectivement dans quelques endroits en Lorraine dont nous parlerons. Il y a néanmoins un lien, au moins botaniquement, François Vernier, entre la tulipe que nous connaissons et la tulipe sauvage. Ah, tout à fait. On expliquera justement l'histoire de cette tulipe. Avant néanmoins d'aborder l'histoire fabuleuse de la tulipe sauvage, il est toujours bon, François Vernier, de revenir aux fondamentaux. La botanique est une discipline de biologie qui s'intéresse à l'étude des plantes et à l'étude des végétaux. Le mot botanique vient du botané, ce qui signifie herbe ou bien plante. Et cette discipline, en réalité, elle se subdivise en plusieurs domaines, en plusieurs branches. Des domaines qui s'intéressent à l'étude de la forme, de la morphologie des plantes, comme la morphologie végétale ou bien l'histologie végétale. La morphologie végétale s'intéresse plutôt à la description externe des organes d'une plante. Par contre, l'histologie végétale et l'anatomie végétale s'intéressent plutôt à la description interne des tissus. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Extrait d'un cours de botanique posté sur YouTube, présenté par le professeur Loudiki, doyen de la faculté des sciences Semlalia à Marrakech, au Maroc. La botanique, vous la connaissez bien, François Vernier, puisque c'est votre spécialité, et c'est une science qui réserve parfois des découvertes, ou plutôt des redécouvertes, parfois cocasses. Tout à fait. La redécouverte de la tulipe sauvage, on peut dire qu'elle a été très cocasse, puisqu'elle a commencé sur le zinc d'un café à Lombon, à Lunéville. Alors, pour la petite histoire, j'étais à ce moment-là chef de division à l'ONF à Lunéville, et parfois sur mon bureau, on me déposait des plantes pour bien sûr les déterminer, parce qu'on savait bien sûr que j'avais cette qualité d'être botaniste, qualité relativement rare, donc même chez les forestiers, c'est tout à fait étonnant. Et donc un jour, je me retrouve avec une tulipe sauvage sur le bureau. Je vais voir la personne qui me l'avait déposée. Vous saviez à ce moment-là, François Vernier, que c'était une tulipe sauvage? Oui, bien sûr, parce que la tulipe, je dirais, quand même, cette tulipe est quand même très caractéristique. Hein, c'est une tulipe jaune avec, je dirais, des revers verts. Et bon, elle est tout à fait inconfondable avec d'autres plantes. Alors, je demande à cette personne où elle a trouvé ça. Et cette personne me dit, c'est quand j'ai pris mon café au café du coin, là, où j'ai vu des tulipes dans un vase. Et je leur ai demandé ce que c'était, où il l'avait trouvé. Et il l'avait trouvé dans le parc du château d'Adoménil. Et alors, c'était assez étonnant parce que
bon, je dirais que tous les botanistes considéraient que la tulipe sauvage avait disparu en Lorraine. Votre collègue qui ramène cette tulipe, François Bernier, savait, lui, que c'était une tulipe sauvage? Il s'en doutait quand même, parce qu'il était assez bon botaniste quand même. Donc on trouve quand même des forestiers botanistes. Oui, bien sûr, même s'il ne connaissait pas, je dirais beaucoup de plantes, mais au moins celle-là, il la reconnaissait et il savait qu'effectivement c'était une tulipe et ça l'avait inquiété, justement, et c'est pour cela qu'il me l'avait amenée. Et donc, je dis, c'est bien, on va aller voir ensemble, puisque le château d'Adomesnil n'était pas très loin de Lunéville, c'est sur le territoire de Réinvillers. Et on y va, et effectivement, je vois une quantité de tulipes sauvages dans le parc du château d'Adomesnil. Et avec tout cela, je voyais aussi du lys martagon, des jonquilles. Tout ça, bien sûr, a été certainement planté à un certain moment et a agrémenté ce parc. Et puis, j'en ai parlé aux collègues botanistes de ce qui était encore le Conservatoire botanique national de Nancy, qui a disparu depuis 2002 et qu'on est en train de reconstituer donc depuis 2013 avec un pôle lorrain du Conservatoire botanique national Nord-Est. Nous en avons d'ailleurs parlé ensemble, François Bernier, dans une précédente émission. Tout à fait. Et là, ils ont lancé une enquête donc au niveau des gens. Ils ont fait un article dans l'Est républicain, ils ont lancé l'enquête et ils en ont retrouvé donc à Gerbévillers, ils en ont retrouvé à Remenauville, derrière chez un autre agent technique forestier qui connaissait bien cette station. Et puis à Drouville, et puis on en retrouve aussi en Meuse, à Sorcy, Saint-Martin. Il y a un point commun entre toutes ces localités, François Bernier. Ce point commun, il est très simple, c'est que c'est tout près de bâtiments relativement importants, des manoirs, des châteaux, ça c'est relativement simple. Et d'ailleurs, les botanistes belges appellent ce genre de plantes des plantes castrales, donc de castrum, le château. Donc voilà, c'est vraiment une aventure là, et donc maintenant on n'en a plus retrouvé d'autres stations. Il y en a aussi à Champignol d'ailleurs, Champignol vers le château d'en bas. Donc on voit que chaque fois c'est relié effectivement à un château. Une station en botanique, François Bernier, c'est quoi? Alors c'est un endroit où existe une population de ces tulipes ou d'autres plantes, bien sûr. Quel est le lien entre ces bâtiments, ces châteaux, ces couvents et la tulipe sauvage, François Bernier? C'est que la tulipe a été plantée carrément, je dirais, dans ces lieux et il a persisté. Et généralement, c'était des tulipes ramenées donc de Turquie, on en reparlera, ou d'autres pays. C'était donc une plante exotique pour les riches, on peut dire? C'était une plante exotique, oui, pour les seigneurs, pour les bourgeois. On en reparlera d'ailleurs dans toute cette histoire parce que effectivement, ça a mené à des transactions quand même relativement importantes au niveau de la tulipe. C'est vrai que cette tulipe a été quand même assez faramineuse au niveau de son histoire. Parmi les 15 espèces de tulipes sauvages répertoriées en France, il y a celle-là. La tulipe de Guillestre est une espèce de tulipe sauvage qui est unique. On n'en connaît qu'une seule station au monde, localisée sur la commune de Guillestre, dans une prairie naturelle. C'est une plante qui a été décrite il y a un peu plus d'un siècle, dans les années 1860, et dont on avait perdu la trace depuis 1883. Et pendant pratiquement un siècle, la plante avait été considérée comme totalement disparue. Et c'est au début des années 90 que, suite à une enquête menée auprès des naturalistes locaux, nous avons pu retrouver quelques individus, quelques piliers de cette tulipe dans une prairie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était Philippe Gillot, administrateur de la Maison de la Nature des Hautes-Alpes à Guillestre. C'est dans le département des Hautes-Alpes, justement. Est-il possible qu'il n'y ait vraiment qu'une seule station au monde de cette espèce, François Bernier? Oui, alors c'est possible, effectivement, et je ne pense pas que ce soit la seule espèce qui ait une seule station au monde. Il y a un certain nombre d'espèces au monde qui sont vraiment spécifiques, notamment, je dirais, dans les îles, parce qu'il y a des îles qui ont des espèces
endémiques. Qui sont du coin. Qui sont du coin, qui n'existent que là, hein, et qui sont en très peu d'exemplaires et souvent sur un seul lieu. Hein, donc ça, c'est tout le travail que doivent faire notamment les conservatoires botaniques, c'est effectivement de protéger ce genre de plantes et de pouvoir les multiplier pour éventuellement renforcer des populations. Tout le monde n'est pas familier avec le terme d'espèce. On parle d'espèces végétales, mais d'espèces animales, bien sûr aussi. Comment pourriez-vous définir en quelques mots, François Vernier, le concept d'espèce végétale? C'est assez difficile à voir parce qu'effectivement, tous les concepts sont en train un peu de changer, notamment avec la génomique. Mais bon, je dirais qu'une espèce, c'est une plante qui est classée en quelque sorte dans une famille, qui est classée ensuite dans un genre, et enfin on a l'espèce. Et cette espèce, je dirais, elle ressemble, tous les éléments d'une espèce se ressemblent l'un à l'autre et sont interféconds, hein, normalement. Mais je dirais que il y a pas mal de choses qui sont en train de changer à ce niveau-là. Je sens que nous ferons ensemble une émission, François Vernier, sur la notion même d'espèce végétale. Sur l'espèce, mais là, il faudrait pratiquement un colloque. Eh bien, allons-y, une émission colloque, pourquoi pas. On va revenir avec vous, François Vernier, sur la tulipe sauvage. Il en existerait 150 espèces dans le monde. Oui, c'est ça. Il en existerait 150 à travers le monde. Hein, donc, c'est quand même relativement important. Mais je dirais qu'il y a d'autres espèces qui sont beaucoup plus importantes en nombre. En France, il y en a une quinzaine d'espèces, soit en gros le 10e de ce qui existe dans le monde entier. Et mis à part une tulipe du Midi qui se trouve dans le sud-est de la France, toutes les autres sont protégées par la loi. Hein, ça, c'est quand même relativement important. C'est que le législateur à protéger ces tulipes, même si ces tulipes, en fin de compte, ne sont pas, pour la plupart, je dirais, originellement en France. Elles ont été, pour beaucoup, introduites. Pour autant, la botanique n'a pas de nationalité non plus. Oui. Alors, je dirais qu'il faut dire aussi que ces espèces ont fait l'objet depuis 1994 d'un plan de sauvegarde, de conservation au niveau national. Et donc cette conservation a été pilotée par le Conservatoire botanique national de Gap-Charence. Bon, faut le comprendre parce que effectivement, dans le sud de la France, il existe plusieurs espèces de tulipes et qui sont bien placées, je dirais, pour faire les collections de tulipes dans leur jardin, pour les reproduire en quelque sorte et pour maintenir les populations. François Vernier, si je me promène en Lorraine ou ailleurs en France, alors peut-être mis à part le sud de la France, est-ce que j'ai une chance de tomber sur une tulipe sauvage ? On a toujours la chance, si on veut, mais c'est vrai que ce sont des plantes qui sont relativement rares. Alors pour trouver des tulipes sauvages, il faut peut-être faire un peu ce qu'on a fait en Lorraine pour sa recherche, et aller voir les châteaux, les vieilles demeures, où justement des plantes de tulipes ont été, des bulbes de tulipes ont été plantés et se maintiennent fort bien. Quand je vois la population du château d'Adoménil, par exemple, on voit très bien qu'elle vit bien, qu'elle se reproduit bien et que il n'y a pas de problème en quelque sorte sur ce territoire pour sa protection à proprement parler. Même si l'hôtelier de temps en temps prend des tulipes dans son terrain et les met sur la table. Ce qu'il n'a pourtant pas le droit de faire, François Vernier, puisque c'est une espèce protégée. Tout à fait. On se contentera donc, si on en croise, de les cueillir du regard. Le programme lancé en 1994 de sauvetage et de conservation que vous évoquiez, François Vernier, a commencé par un inventaire et puis ensuite par des opérations de renforcement des populations. Oui, c'est cela. C'est toujours un peu la même chose quand on veut protéger une plante, une espèce. C'est d'abord d'en faire l'inventaire, bien sûr, pour avoir la connaissance, avoir aussi
une connaissance, je dirais de son biotope, de savoir comment elle est venue, son milieu de vie, pourquoi elle est venue là, dans quel terrain elle est venue là. Parce qu'effectivement, si on veut reproduire une plante, si par exemple on prend une plante qui pousse sur calcaire habituellement et qu'on la transplante sur un milieu plutôt siliceux, sableux, et que elle n'est pas du tout adaptée à ce milieu, on ne pourra pas la reproduire. Donc il faut déjà étudier son milieu de vie, voir quelles sont les conditions écologiques dans lesquelles la plante se développe, pour pouvoir ensuite reproduire cette plante et pouvoir la réimplanter après pour faire ce qu'on appelle des renforcements de population ou parfois des créations de population dans la mesure où il peut y avoir des mesures compensatoires lors de travaux, par exemple, d'aménagement, d'ouverture de carrière, par exemple, ou de lotissement. Donc voilà, je dirais, voilà comment on procède pour sauver en quelque sorte les espèces et les tulipes sauvages en particulier. C'était un extrait de la musique composée par Alexandre Azaria pour le film Fanfan à la tulipe, réalisé par Gérard Kratchik, sorti en 2003. Pas sûr qu'il fasse oublier Gérard Philippe, mais c'est pas le sujet. Durablement vôtre, Éric Mutschler. François Bernier, vous auriez également pu choisir ça. Marche des Grenadiers, composition anonyme du XVIIIe siècle sur laquelle Émile Debroux greffera des paroles en 1819 pour en faire Fanfan la tulipe, qui deviendra extrêmement populaire. Mais revenons à l'histoire des tulipes sauvages, François Bernier. Oui, alors les tulipes sauvages, elles sont pas très sauvages chez nous. Je dirais qu'elles sont originaires du Pamir, des monts de Tian qui se trouvent à cheval sur le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, l'Afghanistan. Donc vraiment, je dirais, dans une zone qui actuellement est en conflit, et qui est quand même contre l'Inde, au nord de l'Inde, et puis également en République populaire de Chine et au Tibet. Donc on voit que cette tulipe n'est pas originaire, effectivement, de nos régions. Et ces tulipes sont des plantes qui sont relativement petites et très colorées, en rouge, jaune, orange. Et donc vers le Xe siècle, les Turcs découvrent ces tulipes qui se propagent vers l'ouest et qui sont même cultivées dans certains jardins. C'est totalement exotique à ce moment-là. C'est exotique et je dirais que les Turcs ont participé
à son développement. Ça, c'est très clair. Hein. Et ils ont participé tellement à leur développement que les sultans, les gouvernants de Turquie, on en fait même des fêtes, on en fait vraiment des festivals. Ils faisaient des journées complètes, même des semaines complètes en honneur de cette plante. Alors, on ignore à partir de quelle date ces plantes ont été domestiquées, hein, mais c'est vers 1050 que l'on trouve les preuves de leur vénération en Perse. François Vernier, vous parlez de domestication des plantes. On est plus habitué à la domestication des animaux, les chèvres, les cochons, les chevaux. La domestication d'une plante, expliquez-nous. Domestiquer une plante, oui, c'est en fin de compte déjà l'implanter dans son jardin. À condition qu'elle y survive. Bon, après, il faut qu'elle survive, donc il faut effectivement les mettre dans de bonnes conditions. Et puis, après, je dirais, c'est éventuellement faire des croisements et commencer, je dirais, à travailler sur la biologie de la tulipe et ses descendances. C'est-à-dire que là, on fait des hybrides. Alors, les hybrides, souvent, sont, je dirais, plus solides, plus costauds, plus robustes que les plantes originelles. Donc c'est ça que les Turcs ont réalisé dans leur jardin. Hein, ils ont commencé à travailler un petit peu tout ça et à faire justement de cette plante une plante quand même, je dirais, une plante phare. En clair, c'est sa culture qu'on maîtrise. C'est un peu ça l'idée, François Vernier. C'est bien sûr, c'est la culture que l'on maîtrise. À ce moment-là, la tulipe va commencer à se diffuser dans toute l'Europe, François Vernier. Tout à fait. Alors c'est un certain Ogier Ghislain de Busbecq, qui est diplomate et botaniste flamand, qui commence à relater dans un ouvrage Itinera Constantio Polytanum et Amazonicum, donc la découverte de la tulipe en 1554 dans la région d'Adrianople. Hein. Et donc, alors là, la tulipe commence à être diffusée à travers l'Europe. Et la première floraison qui est attestée en Europe, elle est relatée par le botaniste Conrad Gessner dans le Catalogus Plantarum. Et il indique qu'il a vu cette plante fleurie en avril 1559 dans le jardin de Johann Heinrich Herwarth en Bavière. Et il arrive donc ensuite, elle arrive à Anvers en 1562, à Vienne en 1572, et en Grande-Bretagne en 1578, et en France seulement en 1608. Comment retrouve-t-on les traces de ces dates, François Vernier? J'imagine que ce sont des botanistes ou des amateurs éclairés qui, à un moment donné, les consignent dans des registres. Il y a ça, et puis il y a aussi, je dirais, les documents d'échange, c'est les documents marchands. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'il y a des bulbes qui sont arrivés, des bulbes de tulipes qui sont arrivés en France en 1608. Ça, on peut le voir sur un papier, en fin de compte, d'un marchand qui a vendu des bulbes donc à un Français. Donc, toutes ces choses-là, on peut effectivement les voir. Alors, je dirais que ça casse un peu la tradition qui disait que les tulipes étaient arrivées par les croisades. Bon, les croisades, il y a longtemps qu'elles sont passées, ces croisades, notamment en 1608 en France. Et là, les tulipes sont bien arrivées par des connaisseurs, des gens qui les ont, en fin de compte, montrées, ont commencé à les cultiver, et puis les ont développées donc, au niveau de ces différents pays d'Europe. Hein, c'est comme ça qu'on a aujourd'hui maintenant des tulipes dans nos jardins. L'aventure de la tulipe ne s'arrête pas là, François Vernier. La tulipe est aussi à l'origine du premier krach boursier de l'histoire. Le krach, c'est une chute brutale, très forte des marchés d'actions dans une ou plusieurs bourses dans le monde. Le krach n'est pas défini précisément par un pourcentage de baisse, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en cas de krach, les investisseurs paniquent et vendent leurs actions à tour de bras. Et comme personne ne veut plus rien acheter, les cours baissent encore. C'est une spirale. Krach est un mot allemand qui veut dire bruit ou fracas. C'est pas très rassurant. Ce terme a été utilisé une première fois en 1873 pour qualifier
qualifier l'effondrement des bourses de Berlin et de Vienne. Cela dit, l'histoire économique avait connu des cracks bien avant cette date, sans qu'on utilise ce mot. On considère souvent que la première panique boursière remonte à 1637 en Hollande, avec l'effondrement du cours des bulbes de tulipes. Juste avant ce crack, une bulle spéculative avait gonflé sur le marché de la tulipe en Hollande. C'était Gérard Roux dans sa chronique Expliquez-nous sur France Info. La tulipe à l'origine du premier krach boursier. C'est une histoire incroyable, François Vernier. Oui, alors c'est ce qu'on a appelé la tulipomania. Et là, donc, je dirais qu'au XVIe et XVIIe siècle, se développe ce qu'on appellera la tulipomania. En 1574, donc le sultan Sélim II, Mas, qui voulait dire l'ivrogne, commande peu avant sa mort 50 000 bulbes de tulipes pour les jardins royaux. Pour son plaisir à lui. Oui, bien sûr, parce que il était tout fou de ces bulbes de tulipes. Alors, jugeant les bulbes trop chers, il ordonne au premier magistrat d'Istanbul d'en fixer le prix de vente. Déjà, je dirais que là, il y avait déjà un début de cette folie, de ce qui va se passer par la suite. C'est la Pâque de la tulipe. Si on peut dire, mais là, il n'y a pas trop réussi, puisqu'après, on aura d'autres problèmes. Et vers 1633, le même phénomène envahit les Pays-Bas. Alors ça, c'est fou parce que les Pays-Bas, qui sont maintenant aussi le pays de la tulipe. On a quand même les Pays-Bas sont quand même les plus gros producteurs de tulipes actuels. Et là, je dirais que, par exemple, un amateur achète un seul bulbe de tulipe en nature avec 2 chargements de blé, 4 de seigle, 4 bœufs gras, 8 porcs, 12 moutons, 2 barriques de vin, 4 barils de bière, 2 caisses de beurre et 1000 livres de fromage, en plus un lit, un matelas, 2 oreillers, un costume et un pot en argent. Là, François Vernier, on sait que ce marchand va acheter un seul bulbe pour l'ensemble des éléments que vous venez de nous indiquer. Il se ruine en quelque sorte. En gros, il se dépouille pour un seul bulbe de tulipe. Mais après, je dirais, il y a eu, je dirais, bien sûr, des horticulteurs qui ont travaillé, qui ont mis au point des tulipes qui étaient de plus en plus belles, avec généralement des pétales blancs, mais alors chamarrés de rouge, des choses comme ça, qui étaient très prisées. Et il y a des bulbes qui sont partis à ce qu'on appelle 6000 guilders. Alors 6000 guilders, ça peut ne vouloir rien dire, mais par exemple, un ouvrier gagnait quelque chose comme 300 guilders au maximum. Un bon ouvrier gagnait 300 guilders par an. Donc quand on dit 6000 guilders, c'est quand même énorme. Et donc là, je dirais que il y avait toute une folie au niveau de ces bulbes. Alors, bien sûr, il y avait des bulbes qui coûtaient très cher. Il y avait notamment un type de tulipe qui s'appelait Semper Augustus et qui, lui, a pété les plafonds. C'était même pas 6000 guilders, c'était du 10 000 guilders. Donc, c'était quand même relativement important. Et au début du printemps, par exemple 1637, François Coster, un marchand hollandais, paye la somme énorme de 6650 guilders pour une douzaine de bulbes de tulipes. C'est complètement fou. C'est de la folie furieuse de la part des marchands. On est dans la spéculation. On est dans la spéculation. Et ils avaient même un système qui était d'acheter, en fin de compte, de préacheter, si on veut, en sachant qu'ils allaient revendre plus cher. Donc, c'était vraiment le système de la bourse déjà. Oui, c'était du jeu, en quelque sorte. Alors, bien sûr, ils achetaient. Et puis, après, ils avaient les bulbes, ils revendaient à des prix complètement fous. Alors, ce qui fait que là, bien sûr, à force, je dirais que c'est un peu comme la bourse. Il y a un moment où ça ne marche plus parce que personne ne peut suivre et plus personne n'achète. Surtout qu'il n'y a aucune utilité sociale à la chose. C'est uniquement lié à l'attrait que les spéculateurs ont pour la chose. Voilà, c'était l'attrait, et puis c'était montré que on était riche, c'était montré qu'on pouvait acheter des bulbes à ces prix complètement faramineux. Et je dirais,
on avait perdu la tête avec cette tulipe. Combien de temps a duré cette affaire de la tulipomania, François Vernier ? Quelques années. Je dirais que, bon, là, on est en 1633. En 1637, ça va craquer, quoi. Il y aura un krach boursier. Le premier krach boursier, d'ailleurs, de l'histoire. Alors, on appelle ça krach boursier, mais je dirais que c'était pas tout à fait un krach boursier parce que ça se passait pas en bourse, ça se passait dans des tavernes où on échangeait les bulbes, où on achetait des bulbes, etc. Et où là, c'est là qu'était en fin de compte fixé le marché de ces bulbes. C'était complètement fou. Et il y a un moment où il y a des gens qui n'ont pas pu payer. Les bulbes qui venaient d'acheter. J'imagine donc que très rapidement, ces bulbes n'avaient plus la valeur à laquelle ils avaient été achetés. Ils ont descendu de manière faramineuse. Ils étaient à une valeur 10 fois moindre que celle que l'acheteur avait engagée. Alors il y a des tas de gens qui se sont retrouvés effectivement sur la paille. En fait, c'est l'éclatement de la bulle du bulbe. Tout à fait, c'est l'éclatement de la bulle du bulbe. Qui veut produire de la semence devra se familiariser avec quelques notions de botanique, la connaissance des plantes. Jusqu'à présent, les plantes sont classées en fonction de l'anatomie de leurs fleurs, de leurs organes reproducteurs et de leurs fruits. Elles sont répertoriées avec un nom latin. La nomenclature latine permet de classer précisément là où le langage commun peut créer des confusions. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Extrait d'une vidéo produite par la coopérative Longomaille et le Forum civique européen sur la classification botanique, la classification des plantes. Donc, à propos, François Vernier, pourquoi le nom de tulipe ? Alors, c'est assez amusant parce que lorsque Ogier Ghislain de Busbecq, qu'on a déjà cité, découvre la tulipe dans les jardins turcs, il demande tout naturellement aux habitants comment se nomme cette plante. Et il parlait certainement pas trop turc, etc. Parce que si il avait parlé vraiment turc, il aurait eu le nom turc qui s'appelle lalé. La tulipe s'appelle lalé en turc. Et là, les gens lui ont expliqué. Alors lui, il devait expliquer. Ça doit ressembler à votre turban. Et puis, alors, les Turcs ont répondu turban. Et on retrouve en fin de compte ce nom, notamment en allemand, tulpen, et qui ressemble à turban. Et donc, en désignant en fin de compte le turban des Turcs, il a eu un nom. Alors il a dit ce sera tulpen. On raconte un peu une histoire similaire à propos des kangourous en Australie, où les premiers explorateurs, je ne sais pas si c'est exact, en tout cas les premiers explorateurs auraient demandé aux aborigènes le nom de cet animal, et ceux-là ne comprenant pas disaient mais on ne comprend pas ce que vous dites, et eh bien ça se dit kangourou. Voilà, encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai. C'est un peu peut-être un peu la même démarche, je dirais. Donc c'est vrai qu'en flamand on l'appelle tulbent, donc il se rapproche de turban, et puis en roulant les airs comme le font les étrangers, ça fait tulben. Donc voilà. C'est vrai qu'en allemand, on reprend le mot tulipe qui se dit tulpe ou tulipan. Donc, c'est ce dernier nom que Busbecq a donc utilisé dans ses premiers écrits, et puis qui ont été repris au fur et à mesure. Nous, en français, on a peut-être voulu mettre du tulipe. Et ce n'est qu'en 1578 que le nom tulipe est officiellement utilisé par les botanistes. Et on le retrouve d'ailleurs dans le nom
scientifique qui est tulipa. Et on retrouve là la tendance des botanistes à latiniser le nom des plantes. Tout à fait. La latinisation, je dirais, elle prend des mots parfois totalement étrangers, ou même français, parce que, par exemple, on a une plante qui s'appelle amelanchier. En latin, c'est amelanchier. On n'a pas traduit amelanchier ovalis. Donc, voilà. Donc, cette plante a été décrite par les botanistes lorrains à la fin du XVIe siècle, sous ce nom, d'abord sous le nom de Lilionarcisse. Lilionarcisse, pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça ressemblait un peu à un lys, ça pouvait ressembler peut-être à un narcisse. Voilà. Et en référence aux bulbes, aux plantes à bulbes connues. C'est-à-dire, il y avait les narcisses, la jonquille des Vosges, bien sûr, les narcisses des poètes, tout ça. C'était connu et en fin de compte, on a une famille qui est relativement proche, entre les liliacées, dont fait partie la tulipe, et les amaryllidacées, dont font partie les jonquilles, les narcisses. C'est vrai que c'est relativement proche. François Vernier, aujourd'hui, quand on voit toutes ces tulipes dans les jardins, les espaces verts, ça veut dire en réalité que chacune d'elles porte en elle toute cette histoire que vous venez de nous raconter depuis la Turquie, y compris en passant par le krach boursier. Tout à fait, parce qu'en fin de compte, ces bulbes, bien sûr, ont été travaillés, toutes ces plantes ont été travaillées de manière horticole, par des croisements, par des tas de méthodes qui font que on a essayé de trouver, par exemple, la tulipe noire, qu'on n'a toujours pas réussi à trouver. Mais toutes ces techniques ont été employées, mais à partir d'un matériel de base, qui est effectivement la tulipe qui a été trouvée en Turquie et qui était en fin de compte déjà trouvée naturellement à l'est de la Turquie. François Vernier, dans une émission consacrée à la tulipe, vous ne pouviez échapper à ça. Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. 1000 rote, 1000 gelbe, alle wünschen dir dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann. Sagen Tulpen aus Amsterdam. Antje, ich hab dich so gerne, sagten zumeist jeder Jan. Morgen muss ich in die Ferne, Antje, was machen wir dann? Und an der uralte Mühle küssten sich zärtlich die zwei. Ich hab dich so lieb und du hast mich so lieb, ach Antje, ich bleibe dir treu. Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. 1000 rote, 1000 gelbe, alle wünschen dir dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann. Sagen Tulpen aus Amsterdam, sagen Tulpen aus Vous aurez peut-être reconnu la petite chanteuse néerlandaise Wilma, véritable phénomène dans son pays et jusqu'au Japon dans les années 1970. Elle a alors 11-12 ans. Ici avec la valse Tulpen aus Amsterdam, Tulipe d'Amsterdam, composée par l'allemand Ralph Erni en 1956
et des paroles un peu détournées des originales dans cette version. Les voilà, les tulpen que vous évoquiez tout à l'heure, François Bernier. Durablement vôtre, Éric Mutschler. François Bernier, votre passion pour la botanique n'est pas votre métier, en tout cas pas d'origine, même si elle en fait partie, même si elle fait partie de votre métier. Racontez-nous. Oui, alors bon, j'étais effectivement ingénieur forestier, mais bon, je dirais que je faisais aussi partie d'un réseau de naturalistes, un réseau national, avec la spécialité flore, parce que effectivement mes patrons connaissaient effectivement cette passion au niveau de la botanique. Ceci dit, la botanique sert aux forestiers. Elle peut servir notamment dans ce qu'on appelle les études de station, c'est-à-dire l'étude des terrains de telle façon à mettre en adéquation, je dirais, les essences qu'on peut faire pousser sur un terrain par rapport à ce terrain. Et là, la première chose à faire, je dirais, c'est d'étudier effectivement la flore qui existe sur ces parcelles. On fait des études par point, par exemple, et puis on essaye de voir un petit peu quels sont les types de stations. Alors, de temps en temps aussi, on donne un coup de tarière pédologique, c'est-à-dire qu'on essaye d'extraire un morceau de sol pour voir quel est le sol. Mais rien qu'avec les plantes, on arrive à voir de quelle station on a affaire, à quelle station on a affaire. Je dirais que c'est un travail quand même relativement simple quand on connaît bien la botanique. En même temps, votre attrait pour la botanique, François Bernier, n'était pas une obligation professionnelle. C'est votre hobby, c'est votre passion, votre amour pour les plantes sauvages. Et vous nous disiez en début d'entretien, alors bon, vous êtes aujourd'hui à la retraite, donc peut-être sans doute dégagé des obligations de réserve, mais vous nous disiez que les agents de l'Office national des forêts ne sont pas des botanistes. Or, ils devraient peut-être l'être. Est-ce que ça veut dire, François Bernier, que la botanique n'est plus ou pas assez enseignée dans les grandes écoles qui forment nos ingénieurs? Tout à fait. Là, moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je vois que la botanique est très peu enseignée en France, d'une manière générale, que ce soit dans les grandes écoles ou que ce soit même dans les écoles, je dirais, entre guillemets, inférieures. Je ne parle pas de l'université. Pour moi, l'université, c'est niveau grandes écoles, en gros. Mais c'est vrai que je vois, Florène a quand même beaucoup d'étudiants dans ses rangs qui viennent justement à Florène pour renforcer leur connaissance en botanique. Parce qu'ils ne trouvent pas cette information-là dans leurs écoles. Bien sûr, parce que je dirais que les écoles forment beaucoup, je dirais, théoriquement. Et puis, pour les ingénieurs forestiers, par exemple, je dirais, on a abandonné pratiquement, je dirais, les sciences forestières et la botanique pour renforcer plutôt les aspects management, etc. Et moi, j'ai toujours dit qu'un manager, ça se formait pas. On était manager ou on ne l'était pas. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Et ce qui fait que maintenant, je dirais que la technique repose, par exemple, au niveau des forestiers, uniquement sur les techniciens. Et ça, c'est un peu dommage parce que les ingénieurs, tels que j'ai été formé, tels que mes collègues ont été formés, avaient aussi cette capacité, je dirais, de développer des techniques et puis ensuite de les tester sur le terrain et puis de voir sur le terrain. Moi, quand j'étais chef de division à Lunéville, j'allais 2 jours par semaine sur le terrain, rencontrer mes gars, discuter de techniques, et puis on pouvait effectivement avancer au niveau des techniques. À l'heure actuelle, je dirais, il y a pas beaucoup d'ingénieurs qui font ce travail. Je dirais il y a peut-être un petit espoir parce que les unités territoriales qui sont mises en place, qui ont été mises en place, il y a de plus en plus d'ingénieurs, mais qui sont souvent de jeunes ingénieurs qui débutent leur carrière. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? François Bernier, président de Florène, l'association des botanistes lorrains, c'est le moment de votre choix. On écoute. Ah, la forêt. Qu'elle est belle, qu'elle est grande. Pas si grande finalement, surtout menacée. 5 millions d'hectares disparaissent tous les ans.
1200 espèces végétales ont disparu définitivement et de nombreuses espèces animales sont menacées par la destruction de leur habitat. Du coup, la quantité de CO2 absorbée par les forêts a diminué de 17 gigatonnes en 25 ans. Un drame pour le climat et l'humanité. Pourtant, la forêt est source de nombreuses richesses indispensables à l'homme. En effet, la forêt, c'est de nombreux biens et de nombreux services indispensables à notre survie. On en tire des aliments, des médicaments et même des colorants. Mais aussi du bois pour nous chauffer, construire nos maisons, nos meubles et fabriquer du papier. Et puis, elle régule le climat, produit l'oxygène que nous respirons, capte et stocke le CO2 que nous produisons, protège la ressource en eau, structure les sols et abrite 80% de la biodiversité terrestre. Cet extrait d'une vidéo réalisée par l'association Cœur de Forêt pour illustrer votre coup de gueule, François Vernier. Oui, alors mon coup de gueule, c'est ce qui est en train de se passer encore en ce moment, à savoir le travail qu'on a fait sur la forêt de haies pour qu'elle soit donc en forêt de protection. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que cette forêt de haies est quand même une belle forêt, puisqu'il y a près de 11 000 hectares de forêt. Située à l'ouest de Nancy. Située à l'ouest de Nancy, et qui avait quand même, je dirais, de fortes pressions au niveau justement de l'ouest de l'agglomération. François Vernier, nous avons réalisé une émission avec Reynald Rigolo, le président de Flore 54, à propos de la procédure de classement, de protection de cette forêt de haies. Et au moment de l'enregistrement de cette émission, le dossier de classement était plutôt en bonne voie. Alors, il était bien parti, et puis, je dirais patatras, c'est-à-dire que Reynald Rigolo, avec d'autres personnes, notamment Didier Sartelet, qui est donc le vice-président chargé de la biodiversité au niveau de la métropole du Grand Nancy, avec d'autres personnes, le directeur ou la directrice départementale des territoires, et donc était allé voir le ministre, là, il y a maintenant près de 2 ans et demi. Ce projet de classement, François Vernier, dure quand même maintenant depuis plus de 15 ans. Oui, c'est ça. On a engagé quand même les opérations depuis près de 15 ans. Et donc, on a eu quand même un gros travail de fait, je dirais, avec les associations, avec les organismes publics, etc. Et quand on a déposé ce dossier, le ministre de l'Agriculture a dit, dans les 18 mois, donc ce sera donc au Conseil d'État pour prendre un décret. Les 18 mois étant passés, on s'est un peu alarmé. Et là, on s'est aperçu que, on nous disait, oui, mais c'est bloqué parce qu'il y a le problème des fouilles archéologique qui n'est pas prévu dans les textes de la forêt de protection. 15 ans pour se rendre compte de ça ? Je dirais peut-être pas 15 ans, mais je dirais près de 2 ans pour le ministre, parce que le ministre a eu le dossier qu'au bout de 2 ans. Mais nous, on avait bien relevé qu'il y avait le plus grand cadastre, entre guillemets, gallo-romain d'Europe sur la forêt de haies. Et ayant ce travail-là, qui a donc donné lieu quand même de beaucoup des travaux de recherche qui ont été faits par l'INRA, par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, donc service archéologie, avec l'ONF. Donc il y a eu un gros travail de fait, et notamment un survol de l'ensemble de la forêt pour cartographier donc les éléments, je dirais, archéologiques. Cela étant, François Vernier, on pouvait modifier le décret pour tenir compte de cette dimension archéologique de la forêt de haies. Tout à fait. Et c'est au mois de février de cette année que je découvre, et Reynald Rigolo en même temps que moi, un décret, une consultation publique, puisque maintenant il faut une consultation publique pour tous les textes donc afférents à l'environnement. C'est très bien. Et je m'aperçois que dans ce texte, il y a bien sûr les fouilles, mais il y a un autre article qui dit possibilité de carrière, de mines, d'extraction de matières minérales, donc dans ces forêts de protection. Ça veut dire, François Vernier, qu'on a donc profité à un moment donné de cette procédure de protection de la forêt de haies. On a profité de la rédaction de ce décret en le modifiant pour pouvoir tenir compte de la dimension archéologique. On a glissé
un alinéa permettant l'exploitation minière de cette forêt de haies près de Nancy. Tout à fait. D'après ce qu'on a compris, c'est qu'il y a 3 forêts donc, qui sont, je dirais, sont au même état que la forêt de haies, c'est-à-dire un dossier déposé pour forêt de protection, qui sont les forêts de Bondy, Montmorency et l'Isle-Adam, et dans lesquelles il y a déjà des mines de gypse. Bon, soit. Mais je dirais qu'il y a d'autres systèmes de protection de forêt pour ce genre d'espace, sans vouloir, je dirais, trafiquer le texte sur les forêts de protection, qui est quand même un texte relativement fort. C'est la plus forte protection pour une forêt. Des moments où on est en forêt de protection, il n'y a plus possibilité, par exemple, de faire de lotissement, de faire de routes, sauf, bien sûr, de faire des routes forestières pour l'exploitation. Hein, pour tout ce qui est, je dirais, sylviculture, on a le droit de le faire, mais on n'a plus le droit de préempter sur la forêt pour faire, je dirais, un établissement, de faire une carrière au milieu de la forêt, etc. Et là, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à une réunion publique organisée par Flore 54, cet article-là, cette sous-section, comme il l'appelle dans le texte, sur les ressources minérales possibles à être exploitées en forêt, ça a un coin dans le bois qui va faire éclater, en fin de compte, le texte complètement, parce qu'on... Voilà. Quel avenir pour ce projet de protection de la forêt de haies, François Vernier, et puis surtout, comment contribuer à cette protection je dirais il va falloir qu'on voit maintenant avec le nouveau gouvernement pour accélérer les choses et pour que le décret soit pris de telle façon à ce que cette forêt soit protégée. Merci François Vernier pour cet entretien. Eh bien merci Eric. Je rappelle que vous êtes le président de Floraine, l'association des botanistes lorrains. Pour en savoir plus sur la folle histoire des tulipes, vous recommandez le livre de Mike Dash, La Tulipomania, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Pour en savoir plus sur la protection de la forêt de haies, il faut aller sur le site de la Fédération des associations de protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie de Meurthe-et-Moselle à l'adresse www.flore54.org. Enfin, si vous êtes intéressé par les plantes sauvages, la botanique, si vous souhaitez participer aux sorties organisées ou même adhérer à l'association des botanistes lorrains, il faut vous rendre sur floraine.net. Vous pouvez réécouter cet entretien et tous les précédents en podcast sur le site durablementvôtre.fr.